Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, c'est pour nous un honneur, un plaisir et une grâce divine de nous retrouver ce jour devant cette auguste plénière pour présenter notre proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Cette initiative dont nous sommes porteurs à deux, notamment honorable Katembo Kamber Tadé et honorable Kambale Mouassa Alexandre moi-même, a été l'œuvre d'une équipe qui réunissait les collèges santé et bien-être de la présidente de la République ainsi que les conseillers des ministres de santé dans le cadre du comité multisectoriel de nutrition et le mouvement SAN sous le secrétariat général du PRONANIT, programme alimentaire, programme national de nutrition. La proposition a été déposée et reçue au cabinet du président de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2024, qui n'a pas tardé à le conduire dans le processus exigé et le retenir au calendrier depuis septembre 2024 et le reconduire bien sûr au calendrier de la session de mars qui est à court. Ainsi, nous avons l'agréable devoir de remercier notre bureau piloté par notre président magnifique, je cite, l'honorable professeur Vital Kamerhe, pour cette programmation au débat général à ce jour. Merci. Il nous convient ici de remercier également le Programme alimentaire mondial, PAM, pour son accompagnement tant technique que financier, qui nous a permis de réaliser 2 ateliers de plaidoyer et de sensibilisation des acteurs sensibles à la nutrition. Honorable Président, pour ce qui est du contexte de la présente proposition de loi, retenons qu'elle englobe la sécurité alimentaire qui traduit l'accès physique, social et économique de tous les individus à une nutrition suffisante avec la notion de permanence, les 4 piliers étant la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité. Elle aborde également la sécurité nutritionnelle, qui est la sécurité alimentaire couplée avec un environnement sanitaire, des services de soins adéquats, mais aussi qui ont comme déterminant, les services de soins qui ont comme déterminant l'accès à la nutrition, les bonnes pratiques des soins d'aliments et l'assainissement. La proposition intègre également la sécurité sanitaire des aliments qui traduit l'aspect d'hygiène et d'innocuité ainsi que la qualité des aliments. Quant à son fondement constitutionnel, la présente proposition de loi est clairement exigée par notre Constitution à son article 47, alinéa 2, que nous citons. La loi fixe le principe fondamental et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Depuis lors, notre pays ne dispose pas encore d'une loi qui traite de cette matière. Il s'agit donc d'une nouvelle initiative. En outre, la République démocratique du Congo a, sur le plan international, adhéré à plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux qui affirment et consacrent le droit, les droits à l'alimentation adéquate au profit de tout être humain. Depuis le 11 novembre 2022, le Parlement panafricain avait adopté en Afrique du Sud une loi type sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour servir de source d'inspiration
aux États membres de l'Union africaine dans leur législation nationale sur les droits à une alimentation adéquate et sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette loi type nous a beaucoup inspiré pendant l'élaboration de cette proposition de loi. Et voici, 3 ans après, notre Chambre devient la première parmi les 9 pays réunis de l'Afrique centrale récemment à Brazzaville du 23 au 24 dernier à légiférer sur cette matière importante de la sécurité alimentaire. En outre, notre Chambre vient d'honorer le président de la République, chef de l'État, je cite, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, après le Forum national de nutrition tenu à Kinshasa du 5 au 7 octobre 2023, avait retenu dans le plan national stratégique multisectoriel de nutrition de la RDC 2023-2030 6 axes stratégiques dont le 6e axe concerne le renforcement de la gouvernance et de la gestion des connaissances à nutrition. C'est dans ce cadre politique et réglementaire de cet axe qu'il avait été recommandé que des efforts soient déployés pour doter notre pays d'une loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, estimés collègues, sans abuser de votre État et avec votre autorisation, voudriez-vous accepter que mon collègue, honorable Tadé, co-porteur de cette proposition de loi, puisse poursuivre notre présentation qu'il va lui-même conclure jeudi. Merci. Merci beaucoup, honorable Kambale Alexandre. J'espère que l'honorable Katembo Tadé, vous serez bref parce que tout a été dit. Et je voudrais rappeler aux honorables députés que cette proposition de loi est suivie de près par le président de la République. Et il a adressé à date du 28 avril 2025 par son directeur de cabinet que nous puissions prioriser l'examen et l'adoption de cette loi sur la sécurité alimentaire. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, estimés collègues, c'est pour nous un honneur, un plaisir et une grâce divine de nous retrouver ce jour devant cette auguste plénière pour présenter notre proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Cette initiative, dont nous sommes porteurs à deux, notamment honorable Katembo Kambere Tadé et honorable Kambale Mwassa Alexandre moi-même, a été l'œuvre d'une équipe qui réunissait les collèges santé et bien-être de la présidente de la République ainsi que les conseillers des ministres de santé dans le cadre du comité multisectoriel de nutrition et le mouvement SAN sous le secrétariat général du PRONANIT, programme alimentaire, programme national de nutrition. La proposition a été déposée et reçue au cabinet du président de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2024, qui n'a pas tardé à le conduire dans le processus exigé et le retenir au calendrier depuis septembre 2024 et le reconduire bien sûr au calendrier de la session de mars qui est à court. Ainsi, nous avons l'agréable devoir de remercier notre bureau piloté par notre président magnifique, je cite, l'honorable professeur Vital Kamerhe, pour cette programmation au débat général à ce jour. Merci. Il nous convient
Ici, de remercier également le Programme alimentaire mondial, PAM, pour son accompagnement tant technique que financier, qui nous a permis de réaliser 2 ateliers de plaidoyer et de sensibilisation des acteurs sensibles à la nutrition. Honorable Président, pour ce qui est du contexte de la présente proposition de loi, retenons qu'elle englobe la sécurité alimentaire qui traduit l'accès physique, social et économique de tous les individus à une nutrition suffisante avec la notion de permanence, les 4 piliers étant la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité. Elle aborde également la sécurité nutritionnelle, qui est la sécurité alimentaire couplée avec un environnement sanitaire, des services de soins adéquats, mais aussi qui ont comme déterminant, les services de soins qui ont comme déterminant l'accès à la nutrition, les bonnes pratiques des soins d'aliments et l'assainissement. La proposition intègre également la sécurité sanitaire des aliments qui traduit l'aspect d'hygiène et d'innocuité ainsi que la qualité des aliments. Quant à son fondement constitutionnel, la présente proposition de loi est clairement exigée par notre Constitution à son article 47, alinéa 2, que nous citons. La loi fixe le principe fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Depuis lors, notre pays ne dispose pas encore d'une loi qui traite de cette matière. Il s'agit donc d'une nouvelle initiative. En outre, la République démocratique du Congo a, sur le plan international, adhéré à plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux qui affirment et consacrent le droit, les droits à l'alimentation adéquate au profit de tout être humain. Depuis le 11 novembre 2022, le Parlement panafricain avait adopté en Afrique du Sud une loi type sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour servir de source d'inspiration aux États membres de l'Union africaine dans leur législation nationale sur les droits à une alimentation adéquate et sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette loi type nous a beaucoup inspiré pendant l'élaboration de cette proposition de loi. Et voici, 3 ans après, notre Chambre devient la première parmi les 9 pays réunis de l'Afrique centrale récemment à Brazzaville du 23 au 24 dernier à légiférer sur cette matière importante de la sécurité alimentaire. En outre, notre Chambre vient d'honorer le président de la République, chef de l'État, je cite, Son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, nous pouvons passer à notre slide. Il est dit que je vais présenter effectivement 3 chapitres, notamment la commercialisation des denrées alimentaires, le régime douanier fiscal, mais aussi le cadre institutionnel. Alors, voilà, les besoins de manger, c'est vraiment un besoin qui transcende les complexes. Que ce soit complexe d'infériorité ou de supériorité, en tout cas devant le manger, tout le monde présente son besoin et c'est pourquoi quelqu'un me disait, devant la nourriture, les cravates tombent. Parce que tout le monde a besoin. Mais comment nous procurer ce que nous voulons manger? Et il y a au moins 4 voies par lesquelles nous nous procurons ce que nous voulons manger. Soit par la production propre, soit par le commerce parce que nous allons acheter, soit par la cueillette, la pêche et la chasse, soit c'est par la transformation industrielle. Alors observons ce qui suit, au moins quand même en observant ces quelques plats délicieux que nous appelons délicieux, chacun peut pouvoir se retrouver et dire voilà mon plat préféré.
Chacun trouve déjà son plat préféré. Mais une question se pose à la slide suivante. Quelle est la proportion de notre propre production sur notre plat quotidien? Quelle est la proportion? Qui peut nous dire combien de fois il a mangé ce qu'il a produit l'année passée? Alors les députés vont nous dire, mais nous mangeons à Kinshasa alors que nos productions sont à province. Mais au moins quand même, s'il y a quelqu'un qui a mangé ce qu'il a produit l'année passée, cela combien de fois il peut nous dire? Il y a quelqu'un au moins qui a mangé ce qu'il a produit au cours de toute l'année 2024, qui a mangé ce qu'il a produit de lui-même. Voilà, nous ne trouvons qu'une seule personne qui a mangé, au moins quelques 2 ou 3, qui ont mangé au moins quelque chose de ce qu'ils ont produit. Il s'aperçoit évidemment que nous consommons ce que nous avons produit à une très petite proportion. Et si vous voyez sur votre plat ce que vous avez produit lorsque vous avez mangé, vous trouverez que c'est quand même tellement insignifiant. À ville, effectivement, on mange très moins ce qu'on a produit. C'est de 0 à 1%. Et surtout à ville de Kinshasa, c'est encore plus grave. Alors qu'au village, dans nos villages, nous consommons à 60 et 70% ce que nous avons produit. Mais aussi là-bas, la quantité prime sur la qualité, mes chers. S'il s'agit des importations en RDC, combien de fois mangeons-nous ce que nous avons produit? Il s'aperçoit que la grande proportion des importations de la RDC est contenue des denrées alimentaires. C'est pourquoi, par rapport à la proportion des importations, les denrées alimentaires prennent directement 43%. Par rapport à tout ce que nous importons, 43% sont des denrées alimentaires. C'est contradictoire, n'est-ce pas, avec les terres arabes que nous disposons. Il s'aperçoit que nous importons pour 7 milliards de dollars, parmi lesquels 3 milliards c'est pour les denrées alimentaires. En réalité, vous trouvez que nous sommes nourris par les marchés. À plus grande partie, nous sommes nourris par les marchés. Mais alors, ces marchés-là, devra-t-il être un marché du désordre? Parce que nous sommes nourris à grande proportion par les marchés, alors les marchés doivent être régularisés et c'est ça le rôle de l'État, de pouvoir régulariser les marchés. Alors sur les slides suivants, oui, la régularisation. La décision politique du gouvernement a des conséquences sur la nutrition du pays, en passant par la fixation même du prix. Si l'État ne fixe pas le prix sur les marchés, alors la loi de l'offre et de la demande va se fixer le prix et chaque acteur aura son comportement sur les marchés. La politique a de l'impact sur même la liberté de consommation des produits, ou bien dans l'accès des produits, dans le cadre de la politique du commerce extérieur aussi. Soit c'est la protection de sa production, soit c'est le libre-échange. Les facilités fiscales, comme au niveau de la douane, nous permettent d'accéder, soit limitent l'accès à l'alimentation. C'est ce qui fait que la décision politique favorise, limite ou interdit l'accès à la consommation locale à grande échelle des produits, soit crée des perturbations nutritionnelles. Parce qu'autant qu'on donne des facilités douanières, qu'on donne des facilités sur les places fiscales, alors l'accès est facile et il s'aperçoit un excès par rapport à la consommation de produits. Soit on limite l'accès, alors il y aura carence par rapport à la consommation des produits. Mais comment faire pour que le commerce ait un impact positif maximal sur la nutrition? Et là, nous allons lire la réponse tous. Pour que le commerce ait un impact sur la nutrition, il faut aligner les politiques commerciales sur les objectifs de santé en fixant le droit de douane élevé sur les aliments ou les subventions visant de produits à conséquences nuisibles à la santé et encourager les politiques de choix en faveur des aliments sains, nutritifs et favorables à la santé.
Mais quel est l'essentiel par rapport à cet aspect de commercialisation dans la proposition de loi que nous vous présentons? L'essentiel, c'est que l'État contrôle la commercialisation et la publicité des denrées alimentaires. Il s'observe que les gens dans la publicité arrivent à aller au-delà du contenu même de ce qu'ils sont en train de nous vendre. Surtout nous les hommes, nous sommes exposés parce qu'on va nous dire la composition, on va nous dire une valeur qui n'existe pas. On vous vend un café et on va vous tromper qu'il y a aussi des renforcements des capacités, etc. Et là, tout le monde est séduit, a tendance à acheter. Et pourtant, ce n'est pas le cas. L'État doit contrôler la publicité. L'État contrôle l'étiquetage. Les étiquetages qu'on met sur les denrées alimentaires. Mais l'État doit voir est-ce que les étiquetages essaient de fournir l'origine, les valeurs du contenu des denrées alimentaires. L'État contrôle la commercialisation et la promotion des substituts de lait maternel. Ça, c'est un chapitre qui est contenu, même dans une autre proposition de loi que nous sommes en train d'élaborer, parce qu'il s'aperçoit que même les bracelets, etc., sont vendus partout, sans suivre les conditions même de conservation de ces bracelets. Et tout le monde peut s'en procurer. Et certaines mamans ont abandonné les enfants parce qu'il y a bracelets. Alors, l'État doit intervenir dans la commercialisation des substituts de lait maternel. L'État contrôle l'enrichissement des denrées alimentaires et promeut la diversification de l'alimentation. À ce sens, l'État peut fournir une liste de produits alimentaires soumis à l'enrichissement et offrir des incitations aux producteurs et à la transformation locale. Alors, nous croyons que ici, nous devrions aussi insister sur la nécessité de spécifier les incitations offertes par l'État aux producteurs locaux et aux transformateurs locaux pour essayer de booster, n'est-ce pas, les entreprises du secteur alimentaire. Je peux dire que c'est ça l'essentiel par rapport au premier chapitre que je vais présenter. Et allons vers donc les régimes douaniers et fiscaux, bien que nous avons déjà frôlé les chapitres par même les interventions qui m'ont précédé. Alors, les lois du commerce international favorisent-ils la sécurité alimentaire d'un État? Si nous nous posons ça comme question, la réponse serait oui, parce que nous avons déjà dit que soit c'est le libre-échange, soit c'est la politique de protectionnisme. Mais la politique de protectionnisme a déjà été réglée par l'OMC. Mais il y a des tendances qui se dégagent par rapport à cette question. La souveraineté qui prend, la fermeture des frontières afin de permettre aux États de pratiquer l'autosuffisance alimentaire. Et l'autre tendance, c'est l'intégration économique qui prêche les mérites de libre-échange. Évidemment, je viens de dire que l'OMC a réglé cela parce que s'il s'agissait seulement, n'est-ce pas, de la protection de chaque État, alors que les Congolais, nous disons, importent 43%, nous mangerons quoi? Si les autres ferment leur production et mangent pour eux-mêmes, nous qui ne produisons pas. Et pourquoi ne produisons-nous pas? Quelles sont les innovations contenues dans cette loi par rapport à la commercialisation donc, des denrées alimentaires? Par rapport au régime douanier, l'article 41 de notre proposition de loi prévoit l'exonération des droits et taxes à l'importation des fortifiants et véhicules alimentaires et des équipements de fortification destinés à garantir les concrétisations du droit à une alimentation adéquate. Je m'étais dit, n'est-ce pas, ici, une belle occasion pour essayer, n'est-ce pas, de parler aussi de la fiscalité de tous les denrées alimentaires. Mais du moins, nous avons parlé des fortifiants, nous avons parlé des véhicules alimentaires. On n'a pas pu amorcer tous les denrées alimentaires dans le cadre, dans les manières globales. Parce que nous sommes obligés de produire aussi. Nous ne pouvons pas tout importer. Les régimes, par rapport à ces régimes fiscaux, nous disons que sont exemptés de l'impôt foncier les superficies bâties et non bâties
et tout matériel roulant affecté exclusivement à l'exploitation pour la réalisation du droit à une alimentation adéquate au profit des individus vulnérables. Au profit des individus vulnérables, c'est le cas de la catastrophe que nous avons connue, n'est-ce pas, dernièrement à Kinshasa. S'il s'agit d'une importation des denrées alimentaires par rapport à ces gens, en tout cas, il faudrait que ça soit exempté de certains impôts. Mais aussi, si vous voulez avoir votre superficie à exploiter pour l'alimentation, en tout cas, il faut que vous soyez exemptés. Que les sociétés aussi soient exemptées de l'impôt sur les revenus professionnels par rapport à leur production agricole. Des allègements fiscaux sont prévus par cette loi au prorata de 20% à l'impôt sur les revenus professionnels aux bénéfices et profits réalisés par les institutions ou les structures privées à programme avec l'organisation ou l'Agence nationale de promotion de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En fait, la loi crée, par l'intervention qui va suivre, la loi crée une agence nationale de promotion et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et tous ceux qui vont s'aligner derrière cette agence, ils auront des allègements fiscaux par rapport aux impôts sur les revenus professionnels. La réduction de l'impôt sur les revenus professionnels au taux de 10%. Ça, c'est contrairement à la loi sur l'agriculture qui prévoit l'impôt sur les revenus professionnels à 20%. Et donc, la loi essaie de rabaisser pour encourager, n'est-ce pas, la production agricole. Si nous allons vers les titres suivants, qui concernent effectivement les cadres institutionnels, ça signifie que nous avons besoin que tout ce qui est contenu dans cette loi soit encadré, soit coordonné, que les interventions soient coordonnées dans un cadre au moins institutionnel bien établi. C'est pour cela que le cadre institutionnel est contenu dans les articles 23 à l'article 33. Les cadres institutionnels par rapport à cette organisation, à cette agence qui sera créée, sont à 3 niveaux ou à 3 piliers. Le premier pilier qui est le pilier national ou le niveau stratégique, qui est le niveau intermédiaire qui est le niveau de la province et le niveau local qui est le niveau opérationnel. Mais quel est le rôle de chaque niveau par rapport à la mise en œuvre de cette loi? Voilà la fonction et la composition de chaque niveau, de chaque pilier. Au niveau central ou national, la fonction des niveaux stratégiques est de dicter les directives et les normes et stratégies d'intervention. C'est le plan stratégique qui est élaboré au niveau donc national. Nous venons de voir la composition, ce sont les ministères, les secrétariats et sa cible par rapport à la sécurité alimentaire. S'il s'agit des niveaux intermédiaires ou provinciaux, les niveaux provinciaux veillent à l'application de la politique nationale de la sécurité alimentaire, à coordonner et appuyer et élaborer et appliquer les programmes provinciaux de sécurité alimentaire. Les niveaux locaux ou les niveaux opérationnels, comme les collègues qui viennent de me précéder viennent de le dire, les programmes et les fonds de la sécurité alimentaire, de la promotion de la sécurité alimentaire, devaient être orientés vers les niveaux opérationnels. Nous avons aussi des stratégies. Les provinces se sont alignées vers les stratégies aussi au niveau national et nous devons aller vers l'opérationnalisation, bien sûr, au niveau des entités territoriales décentralisées. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable, pour votre présentation. Nous sommes en train de mettre, et avec vous, chers collègues, nous allons pouvoir les aider.
intégré dans la proposition de loi parce que c'est la loi pour l'Assemblée, c'est pour nous, nous allons la débattre ensemble. Et ça, c'est notre but, c'est que vous puissiez vous rendre compte de l'importance de la nécessité de cette loi. Par rapport à la question qui concerne les cadres institutionnels, donc, la différence entre les attributions de l'Agence nationale de promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec le comité multisectoriel, en fait, la différence, c'est au niveau des pouvoirs de chaque organe. Il y a l'organe délibérant, c'est le comité multisectoriel, alors que l'agence, c'est un organe d'exécution. C'est un organe d'exécution des décisions du comité effectivement multisectoriel. Vous avez demandé qui mettra ça en place. Ça ne sera pas arrêté au cas décret, ça sera justement par décret du Premier ministre parce que c'est la multisectorialité qui nous remercie. Parce que les collègues vont pouvoir venir répondre aux questions suivantes qui concernent bien sûr son exposé. Je reviens à la préoccupation de l'honorable jury. En fait, c'est par là que nous avons commencé. C'est très épais avant que vous n'arriviez. Vous aviez dit que dans le programme du gouvernement passé, c'était déjà dit que chaque cadre de l'administration publique, chaque fonctionnaire de l'État doit avoir un champ. Malheureusement, comme quand nous terminons après une législature, il n'y a pas d'évaluation du programme que le gouvernement avait mis. D'ailleurs, il y a eu même dans ce programme qu'à chacun un toit et un champ dans ce village. Là, c'est y compris le parlementaire, ceux de l'exécutif. Et même le matin, on a même demandé à ceux que les gens lèvent la main. Combien sont fonctionnaires isolés? Combien ont un champ dans leur village? C'était le nombre à diminuer. Et cette loi, nous allons insister pour que cet aspect soit vraiment là. Puisqu'il faut que, nous avons dit que le droit à l'alimentation ne remplace pas le droit de se nourrir. Nous devons produire. Pour que maintenant on exerce un droit, il faut aussi qu'on accomplisse le devoir. Et par rapport à la préoccupation, vous avez répondu à celui qui a demandé la différence entre l'agence et le comité? Évidemment. Ah, ok. Oui. Et la lutte contre le tabou, honorable Albert, c'est pourquoi dans la loi nous prévoyons l'éducation alimentaire et nutritionnelle. Mais le changement de comportement ne vient pas automatiquement. On doit éduquer. C'est d'ailleurs pourquoi en matière de santé, la stratégie a changé. Au début, c'était IEC, éducation, information, communication. Après, ça a été CCC, communication pour le changement de comportement. Mais aujourd'hui, c'est communication pour le changement du comportement social. Il faut, le changement ne doit pas être seulement de l'individu. Il y a d'autres aspects où c'est toute la société. Donc il faut communication pour le changement social, du comportement social à la fois. Pour qu'on arrive à modifier les interdits, le tabou dans un milieu, on doit avoir une approche de communication pour le changement social du comportement et ça doit prendre du temps. On ne viendra pas pour briser cela comme sanctionner. Comme vous ne voulez pas manger, vous avez dit que votre regretté mère n'a pas mangé quoi? Des œufs, des sauterelles, tout ça. Oui. Si vous voulez, si on vient avec un bateau, dire bon, désormais vous mangez ceci, ça ne va pas marcher. On doit éduquer. Et la loi voudrait qu'on éduque. Justement, vous avez compris que les aliments peuvent être disponibles, mais la culture va le rendre inaccessible, alors que c'est disponible. Et donc là, c'est l'éducation qui va jouer à ce niveau-là. Je reviens sur la question où on a parlé de catastrophe. En fait,
Dans la loi, nous avons déjà prévu, ce n'est pas que la loi est contre l'assistance alimentaire, puisqu'on peut avoir besoin de l'aide alimentaire, de l'assistance alimentaire pour telle ou telle raison, mais comme le peuple d'Israël, nous l'avons dit au début, ils ont eu la manne pendant qu'ils sont dans le désert. Mais une fois arrivés à Canaan, la manne a cessé puisqu'ils doivent produire du blé. Et c'est le même mécanisme que la loi prévoit. Donc on ne doit pas être dépendant de l'assistance alimentaire, mais plutôt on doit produire. Là où nous avons été avec les points focaux de la multisectorialité, il y a quelqu'un qui a insisté sur la transformation. Il y a ce que nous produisons dans ce pays, mais nous sommes incapables de le conserver. Alors on est obligé de tout gaspiller, puisqu'on ne sait rien conserver. Donc tous ces éléments doivent accompagner la sécurité alimentaire, la conservation, la transformation, pour qu'on ne soit pas obligé de tout consommer au même moment. Vous voyez par exemple le pondou tel que nous le consommons. Mais s'il arrivait qu'il n'y ait plus rien au champ, est-ce qu'on n'a pas encore trouvé un mécanisme de conserver le pondou même quand il n'y a rien au champ qu'on trouve ce qu'on peut consommer après, et ainsi de suite. Moi dans mon village, le maïs, quand nous le produisons, nous sommes dans l'obligation de le consommer dans les 3 mois qui suivent. Si vous le gardez pendant plus de 3 mois, les charrassons vont tout ravager. Alors on est obligé soit de tout vendre, soit on ne peut pas tout consommer, on est obligé de tout vendre, on se retrouve sans stock stratégique. Tout simplement puisqu'on ne sait pas conserver. Voilà aussi là où les partenaires doivent nous aider dans le mécanisme de conservation. Quand on vient de produire, comment peut-on conserver? Je voudrais donc profiter de cette occasion ici pour lancer un appel à mes collègues de l'unité pour que cette loi, lorsqu'elle sera programmée pour le débat général, que vous soyez parmi ceux qui vont soutenir sa recevabilité, sa débat, sa recevabilité, sa débat, mais aussi être nombreux de vous accompagner en commission lorsqu'on sera en train de l'enrichir, puisque la loi, la proposition ici est prévue d'être étudiée par une commission mixte environnement et socio-culturelle. Au moins vous avez compris la pertinence. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de l'enrichir pour que nous ayons un texte plus ou moins complet qui pourra aider la République. Merci. Cette histoire de manger transcende en tout cas toute autre considération. Un autre qui me disait que devant le manger, les cravates tombent par terre. Parce que nous disons que le manger transcende tout complexe. Que ce soit le complexe lié à l'âge, que ce soit le complexe lié au sexe pour certains hommes, que ce soit le complexe lié au race social ou à la race, tout le monde, en tout cas, a besoin de manger. Tout le monde exprime ses besoins de manger. Mais comment accédons-nous à l'alimentation? Nous disons nous accédons à l'alimentation soit par notre propre production, soit par l'achat, on est allé au marché, soit par la cueillette, la pêche comme la chasse, soit par une transformation. Mais observons quand même, c'est quelques plats délicieux que nous avons l'habitude de consommer à Kinshasa. Est-ce qu'on peut voir les quelques plats délicieux? Probablement qu'on peut trouver quelques recettes que nous venons de consommer tout de suite. Alors, nous venons de nous dire que nous accédons à la nourriture à partir soit de la production, soit à partir du marché. Mais la question se pose. Quelle est la proportion de notre propre production sur notre plat quotidien? Qui peut nous dire qu'au cours de l'année 2024, au moins 2024, parce qu'en 2025, nous n'avons que quelques mois,
au cours de l'année 2024 qui a au moins consommé quelque chose de ce qu'il a produit? Ici dans la salle, quelqu'un a consommé quelque chose de ce qu'il a produit? Car ça fait combien d'années que vous avez consommé ce que vous avez produit? Voilà, merci. Au moins une personne a consommé quelque chose de ce qu'il a produit. Mais il s'observe que, voilà, l'autre aussi qui a consommé quelque chose voilà. Mais combien de fois, au cours de l'année 2024, vous avez consommé combien de fois ce que vous avez produit? Plusieurs fois, ça faut. Plusieurs fois. Ah, merci madame. Merci, merci. Vous-même venez de voir la proportion. Et il faut maintenant peser la proportion de ce que vous avez produit sur votre propre plan. Vous allez vous rendre compte que la proportion de ce que vous avez produit peut prendre, en tout cas difficilement, entre 0, quelque chose et 1%. S'il s'agit maintenant de la production locale dans notre pays, en tout cas, il s'aperçoit que nous consommons plus ce que nous importons que ce que nous produisons. Il y a eu des observations des experts que si les 100% des importations de tous les biens de véhicules y compris, les denrées alimentaires prennent 43% des importations. C'est cauchemardesque avec, n'est-ce pas, les potentialités agricoles que nous avons dans notre pays, avec la terre arable, mais nous importons plus de denrées alimentaires. Et si les 7 milliards des importations que nous consommons dans notre pays, 3 milliards représentent déjà les denrées alimentaires. Ça signifie que nous importons vraiment. En réalité, nous venons d'observer qu'à plus de ce que nous consommons par la production, nous consommons mieux ce qui nous est fourni par le marché. C'est le marché qui nous nourrit. Et bien sûr, la RDC est nourrie à 40% par les importations. Mais qu'en est-il des marchés de libre-échange, un marché ouvert où tout est permis à tout le monde? Parce que nous sommes nourris par des marchés. Mais faudra-t-il observer un marché de libertinage où tout le monde fait ce qu'il fait? C'est là que l'État intervient dans le cadre de la régularisation du marché pour éviter que tout le monde fasse ce qu'il veut au niveau du marché. Mais quel est le rôle régulateur de l'État? L'État joue normalement sur les prix. Et la décision politique de l'État a des conséquences sur la nutrition ou l'alimentation de son peuple. L'État a un rôle à jouer par rapport au prix. Parce que si l'État ne devient pas sur le prix, alors le marché va dicter le comportement des acteurs. Chacun va fixer le prix selon qu'il veut, de manière arbitraire. L'État doit intervenir sur les prix. L'État doit avoir une politique commerciale par rapport aux denrées alimentaires. Soit il va adopter un comportement monopoliste, soit la liberté et la concurrence loyale. Mais par rapport au commerce extérieur, parce que nous disons que nous importons beaucoup de ce que nous mangeons, nous importons 43% par rapport à toutes les importations, 43% c'est la proportion des aliments. Alors, le commerce extérieur a une importance, valeur dans ce que nous consommons. C'est soit une politique de protection, mais nous ne savons pas le faire, d'autant plus que nous consommons plus ce que nous importons. C'est soit les libres-échanges, effectivement, les libres-échanges rejoignent plusieurs activités d'intégration économique régionale, telles que nous sommes en train de l'observer avec les ECAF et d'autres organisations d'intégration régionale. Il y a des fiscalités, et la fiscalité et la douane qui intervient aussi pour l'amélioration, de notre alimentation. La décision de la douane et de la fiscalité peut encourager la consommation des produits en accordant des facilités fiscales, douanières, soit peut durcir la loi
pour décourager la consommation des produits si l'État trouve que les produits sont impropres. La décision politique a des conséquences. Elle favorise, elle limite, elle interdit l'accès à la consommation locale à grande échelle de produits, soit crée des perturbations nutritionnelles. Ceux qui avaient l'habitude de consommer, je ne sais pas ceci ou cela, la décision politique peut créer des perturbations par rapport à ceux qui le veulent consommer, en limitant soit en réduisant la quantité à consommer. L'État a un grand rôle dans le cadre de la régulation du marché qui nous nourrit chaque jour. Comment faire pour que le commerce ait un impact positif maximal sur la nutrition? C'est ça la question principale par rapport à notre intervention. C'est la question principale qui revient directement le deuxième pilier, comme l'intervenant honorable l'a souligné. L'accessibilité, oui. Mais nous devons avoir accès. Mais accès à quoi? Nous venons de voir ce qu'il faut pour que le commerce ait un impact positif. Nous disons, nous pouvons lire tous pour que le commerce ait un impact maximal sur notre nutrition. Il faut, allons-y ensemble, aligner des politiques commerciales sur les objectifs de santé en fixant des douanes élevées sur les aliments ou des subventions visant des produits à conséquences nuisibles à la santé et encourager les politiques de choix en faveur des aliments sains, nutritifs et favorables à la santé. Voilà une meilleure politique commerciale pour notre bonne alimentation. Mais quel est l'essentiel par rapport à cet élément dans notre proposition de loi? L'essentiel par rapport à cet élément se retrouve donc à l'article 20, de l'article 20 à l'article 22. Bien sûr, nous avons prévu dans la loi que l'État contrôle la commercialisation et la publicité. Les gens font des publicités. Et certaines personnes, lorsqu'ils arrivent à la publicité, ils vous font consommer ce que vous ne devriez pas consommer. Surtout les hommes sont exposés à cela. On va vous vendre un café, on va faire la publicité des cafés et on va vous dire d'autres valeurs contenues dans ce café alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Les autres vont parler de renforcement des capacités comme il y en a qui en ont besoin et qu'il faut à tout prix revenir à une valeur inexistante même dans les produits pour que les produits soient consommés. L'État doit intervenir dans la publicité. L'État doit intervenir dans l'étiquetage. Les gens qui écrivent sur leurs produits. Oui, vous vendez le lait. Mais qu'est-ce que vous avez écrit au-dessus de la boîte du lait par rapport aux valeurs contenues dans cette boîte? L'État doit intervenir, l'État doit contrôler l'étiquetage des arrêts des produits localement et des produits importés. L'État doit contrôler la commercialisation et la promotion des substituts du lait maternel. Ah, bien sûr, honorable a frôlé quand même cette thématique et a dit que nous avons proposé une autre loi concernant ceci, mais la loi n'a pas été approuvée par le bureau d'éthique. On est en train de voir de quelle manière l'intégrer dans une autre proposition de loi. Mais sinon, l'État doit veiller sur cela. L'État doit veiller sur les substituts de lait maternel, les bracelets qu'on va par-ci, par-là. On les va même à la rue, on les va même dans les marchés, sans contrôler la température du lieu dans lequel on est en train de les vendre. Et pourtant, les substituts du lait maternel doivent répondre à certaines conditions des ventes, voire même de la production. L'État contrôle l'enrichissement des denrées alimentaires. Elle promet la diversification de l'alimentation. C'est d'ici que l'État doit fournir au moins une liste de produits alimentaires soumis à l'enrichissement et offrir des incitations aux producteurs
et aux transformateurs locaux. J'ai estimé dans mon observation ici qu'il y aurait nécessité de spécifier normalement dans cette loi les différentes incitations offertes aux producteurs et aux transformateurs locaux pour renforcer les petites et moyennes entreprises du secteur de l'alimentation. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport au premier titre que nous avons eu à présenter, allons directement vers le régime douanier qui est lié directement à la commercialisation des produits ou des denrées alimentaires. Le rôle du commerce international favorise-t-il la sécurité alimentaire d'un État? Je commence sous forme d'une question parce que certains éléments, je viens de les évoquer lorsque j'ai parlé d'une politique commerciale monopoliste ou d'une politique commerciale de libre-échange. La décision de l'État par rapport au commerce extérieur a un impact sur la sécurité alimentaire d'un État. Il s'observe des tendances par rapport à la question. Il y en a qui estiment qu'il faut sauver la souveraineté de son État en produisant pour l'autoconsommation alimentaire pour son État. Il y en a qui pensent qu'il faut produire pour son propre État, pour sa population. Et il y en a qui pensent qu'il faut une intégration économique qui prêche le mérite de libre-échange. Mais si l'on disait que chaque État devait produire pour lui, les Congolais mangeraient quoi alors qu'il a 43% de consommation de produits importés? Nous aurions quoi manger? Si les États prennent cette décision, nous allons souffrir. C'est pourquoi nous devons remercier l'OMC qui a fait en sorte que tous les États puissent produire et permettre la vente des produits alimentaires à tout le monde. Les pays n'ont pas fermé à cause de ces principes de l'OMC. Quelles sont les innovations soutenues par cette proposition par rapport à la douane et à la commercialisation extérieure de produits alimentaires? Par rapport au régime douanier, l'article 41 prévoit l'exonération des droits et taxes à l'importation des fortifiants, des véhicules alimentaires et des équipements de fortification destinés à garantir la concrétisation du droit à une alimentation adéquate. Je me suis dit, c'est ici l'occasion et la place de parler aussi de la fiscalité directe de toutes les importations de denrées alimentaires. Et comme nous avons l'affaire ici, nous avons l'OCC, commerce extérieur, nous avons l'économie ici représentée, ils vont nous dire ce qu'il faut et ils vont nous amener des innovations que nous pouvons introduire pour que nous ayons la réponse par rapport à cette question. Le régime fiscal est déterminé par l'article 42 à l'article 44 et sont exemptés de l'impôt foncier les superficies bâties et non bâties et tout matériel roulant affecté exclusivement à l'exploitation pour la réalisation du droit à une alimentation adéquate. Ayez vos superficies de l'agriculture, vous serez exemptés de cet impôt. Nous sommes tous appelés à pouvoir produire. Être exempté d'impôt sur les revenus professionnels. L'exploitant agropastoral affecté au programme avec l'ANP, ça signifie Agence nationale de promotion et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est l'agence qui sera créée par cette loi. Et toutes les organisations comme toute personne qui aura à s'aligner par rapport à ce programme sera exemptée de cet impôt. Régime fiscal, c'est l'allègement fiscal au prorata de 20% à l'impôt sur les revenus professionnels au bénéfice et profits réalisés par les structures privées. La loi prévoit ici que les structures privées associées à cette agence vont bénéficier d'un allègement fiscal de 20% de l'impôt.
La loi prévoit directement aussi la réduction de l'impôt sur les revenus professionnels au taux de 10% des revenus des exploitations individuelles ou familiales pour toute personne qui aura exploité de manière individuelle un espace, il y aura une production va bénéficier donc de 10% d'allègement fiscal. Bien sûr, notre proposition va au-delà de ce que la proposition sur l'agriculture a prévu, parce que la loi sur l'agriculture prévoyait un taux de 20%, mais nous sommes allés au-delà en prévoyant 10%. C'est pourquoi cette loi est importante. Du cadre institutionnel, parce que tout ce que nous venons de dire est que les propositions par rapport à ce que la loi prévoit comme avantage doivent être encadrées dans un cadre institutionnel. Le cadre constitutionnel, c'est le cadre coordonné des interventions des acteurs institutionnels de sécurité alimentaire, c'est prévu à l'article 22 jusqu'à l'article 33. Ce cadre institutionnel, le premier intervenant l'intervenant que je viens de suivre a essayé d'en parler. Ce système national de sécurité alimentaire est organisé à 3 piliers. Il a parlé du niveau national, du niveau provincial et du niveau local. Donc ce cadre intègre, comme il venait de le dire, l'intervention même des structures locales, des entités territoriales décentralisées. Mais quel est le rôle, quelle est la fonction, quelle est la composition de chaque pilier? Voici le fonction, la composition de chaque pilier. Au niveau central, quelle est la fonction du niveau central par rapport à ce cadre? Le niveau central, c'est pour édicter les directives, normes et les stratégies d'intervention. C'est le plan stratégique. Mais quelle est la composition? Ce sont les ministères sectoriels. Et là, je pense que chaque représentant des ministères va pouvoir se retrouver. Bien sûr, nous n'avons pas pu énumérer tous les ministères sectoriels que nous devions citer là-bas, parce que ça sera une longue liste. Je pense que Madame va pouvoir y revenir lorsqu'elle va présenter les derniers acteurs. Les niveaux intermédiaires, c'est le niveau provincial. Donc, le gouverneur aura le pouvoir de constituer et de coordonner un comité provincial par rapport à la sécurité alimentaire. Le comité provincial est mis en place par les ministères décideurs au niveau national. Le gouverneur va mettre en place des comités au niveau de chaque entité décentralisée, ce qui constituera le comité local. Et donc, tout le monde se retrouve impliqué dans le cadre institutionnel de la sécurité alimentaire. Et c'est de cette cohésion, de cette complémentarité, nous allons arriver à endiguer les sécurités alimentaires. Je peux m'arrêter là, je vous remercie. Directement accorder la parole à l'honorable professeur Tadé pour nous présenter successivement la proposition de loi en parcourant le premier chapitre, le deuxième, le quatrième, ainsi que le troisième titre. Professeur, vous avez la parole. Merci, Dr. François, pour la modération et la parole accordée. J'ai la présentation. Moi, c'est honorable Dali Katego. Je suis parmi les deux porteurs de la loi. Mais je m'avais dit que, en réalité, nous sommes porteurs de la loi,
mais à tout Seigneur, tout honneur. Il y a ceux qui ont contribué efficacement, d'ailleurs qui nous ont impliqués dans un travail qui avait déjà commencé. Et je profite donc de l'occasion ici pour le présenter. Je voudrais que le conseiller Kalala au ministère de la Santé puisse se mettre debout. Le conseiller Kachala aussi, qu'il puisse se mettre debout. Et mettre ici et debout. En réalité, les propriétaires de la loi, merci, mettez-vous. Et je suis heureux que tout le droit soit avec nous aujourd'hui, puisque la toute première personne qui m'avait demandé de venir au bar écrire, travailler sur une loi, c'était le conseiller Kachala. Nous étions à ce bureau. Et donc, je voudrais dire que voilà le vrai propriétaire de la loi. Nous sommes seulement porteurs, puisque c'est nous qui sommes là où cette loi doit être débattue. Et la présentation que nous voulons faire va tourner autour de quelques trois petits sujets. Nous serons très rapides. Pourquoi une loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle? Et là, je commence par quelques petites réflexions bibliques pour ceux qui croient à la parole de Dieu. En réalité, manger n'est pas le fruit du péché, puisque juste après la création de l'homme, Dieu a dit qu'il doit manger. Nous ne mangeons pas puisque nous avons péché, nous mangeons puisque nous avons été créés par Dieu. Et après le péché, malheureusement, là, on a dit, c'est avec peine que tu auras la nourriture tout le jour de ta vie. Voilà d'où est venue l'insécurité alimentaire. Et comme si cela ne suffit pas, dans le désert de l'Exode, Dieu a nourri son peuple avec la manne. Ce mot-là, pour les théologiens, en hébreu, ça veut dire manhu. On s'est posé, on n'a pas trouvé le nom. En réalité, la manne n'a pas de nom. Manhu veut dire qu'est-ce que c'est. Donc tout ce temps-là, ils ont mangé quelque chose sans connaître exactement le nom. Mais cette manne s'est arrêtée quand ils sont entrés à Canaan, puisqu'ils devaient produire. Et Jésus-Christ, le modèle d'un bon roi sur la terre, il nourrissait le foule. Donc le roi doit nourrir le foule. J'ai aimé le directeur du Pronami qui a dit c'est la responsabilité de l'État de nourrir sa population. Et au ciel, la Bible dit que nous serons autour d'une table avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc là aussi encore on va manger. Vous voyez que donc on ne doit pas négliger la notion de manger. Et avec ça, quand vous évoluez, vous allez retrouver la question de sécurité alimentaire n'est pas une nouveauté et la gestion de réserves stratégiques, puisque dans l'Égypte de Pharaon, on a trouvé que Joseph a constitué des stocks pour 7 ans de réserves stratégiques. Et cette autre année de disette, quand il y avait crise, on a commencé à consommer ce qu'on avait réservé. Et Pharaon avait pris une loi dans ce sens-là. C'est la loi d'aujourd'hui. C'est déjà dit, à l'heure d'ici, nous sommes dans une situation alarmante de sécurité alimentaire, mais la question doit être encadrée par une loi. Pourquoi donc une loi? C'est une obligation de notre Constitution. L'article 47, au point à l'alinéa 2, la loi fixe le principe fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. C'est nommément cité dans la Constitution de la République. Mais c'est aussi une recommandation du plan stratégique multisectoriel de nutrition de notre pays. Et donc, cette loi n'existe pas encore depuis 2006, même bien avant. Donc, depuis que ce pays est devenu Zaïre, puis Congo, on n'a jamais eu une loi sur la sécurité alimentaire. Nous ne sommes pas en train de faire une révision ou une modification de loi. Nous sommes en train de créer une loi qui n'a jamais existé. Et c'est aussi une obligation par rapport
à l'Organisation de l'Unité africaine, puisque nous avons une loi type sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Union africaine. Et ce document nous avait servi beaucoup comme référence. Aussi, avec cette loi, nous serons bien cotés sur le plan régional. On ne peut pas être membre de l'Union africaine et on n'a pas de loi sur la sécurité alimentaire dans un pays où la malnutrition bat le record. Pourtant, notre pays où la situation est améliorée, ils ont de l'eau, et nous qui sommes à difficulté, nous voulons alors évoluer sans loi. Et aussi, cette loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle vise à impulser le mécanisme approprié des innovations, des concrétisations qui vont permettre de gérer la question et garantir et promouvoir le financement de l'alimentation et de la nutrition pour lutter contre la malnutrition dans toutes ses formes. Et donc tout ceci est possible sans encadrement légal. Et aussi bien combler le vide juridique, comme il n'y en avait pas, et intégrer les dispositions des instruments juridiques, dont les instruments qui existent déjà, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi la loi sur le droit de l'enfant, on doit garantir l'alimentation à son peuple. C'est aussi une loi qui a des innovations terminologiques, qui a des obligations de l'État, des responsabilités des provinces et des ETD, et création d'une agence. La loi propose la création d'une agence pour la promotion de la sécurité alimentaire, et le droit à faire valoir les revendications en matière de droit à une alimentation adéquate. Nous avons des corporations, des syndicats par rapport aux professions, mais il n'y a pas de syndicats par rapport à l'avenir que nous n'avons pas mangé hier. Vous, comme gouvernement ou l'État, où êtes-vous? Et cette loi donne le droit de descendre sur la rue pour revendiquer à manger. Mais aussi, il y a mise en place du financement durable par rapport à la question de la sécurité alimentaire. Ça, c'est par rapport donc à pourquoi cette loi. Et maintenant, cette loi tourne autour de tous ces titres-là. Je ne vais pas encore le repasser à la revue. C'est ce que vous avez dans la brochure que vous avez. On a déjà résumé toute la loi dedans. C'est une loi qui comprend 11 titres, dont certains avec chapitres et sections, pour un total de 51 articles. Et puis, les dispositions générales dans cette proposition de loi, ici, nous avons le titre premier de l'article 1 à 3. Vous avez ça, il faut suivre déjà, si vous voulez souligner tout ça dans la synthèse que vous avez. En fait, comme l'exige toute écriture heureuse d'une loi, là je parle sous le contrôle de ceux avec qui nous avons écrit la loi, le premier chapitre doit montrer le soubassement constitutionnel. C'est inutile de perdre le temps de vouloir écrire une loi où vous n'avez pas de soubassement constitutionnel. On va la rejeter. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un bureau d'études et la première chose qu'il vérifie, c'est de voir quel est le fondement constitutionnel de votre loi. Est-ce que la Constitution avait prévu qu'il puisse y avoir une loi spécifique par rapport à telle ou telle matière? Si ça n'y est pas, ça ne va pas passer. C'est comme on a déjà rejeté 2 lois. Nous avons déjà été victimes de 2 lois rejetées. Nous avons écrit la loi sur la gratuité de l'enseignement. Nous ne trouvons pas là où on dit que gratuité de l'enseignement, il faut une loi à part. Nous avons aussi rédigé une loi sur les commerces de substituts du lait maternel. On a dit, nous ne trouvons nulle part dans la Constitution, même le terme lait maternel n'y est pas. Et on rejette, pas puisque ce n'est pas un besoin, mais puisqu'il n'y a pas de fondement constitutionnel. Et aussi, l'objet, c'est garantir le droit à une alimentation adéquate. Et l'article 2 doit indiquer l'application. Toujours dans l'écriture d'une loi, il faut montrer le fondement constitutionnel
et l'objet et l'application de la loi. Donc, quel est l'intérêt de cette loi? Et ça se retrouve dans notre loi. Nous avions suivi cela puisque nous avions les éminents conseillers juridiques et le ministre de la Santé qui suivaient scrupuleusement les directives. Après ça, vient le terme clé. La loi va définir le terme clé. Ce n'est pas le moment de revenir sur tous les concepts définis dans la loi, mais il y a la sécurité alimentaire qui traduit l'accès à l'alimentation sur le plan physique, social et économique de tous les individus à une nourriture suffisante, saine et équilibrée. Et il y a là la notion de permanence. Mais il y a aussi la sécurité nutritionnelle qui amène le volet de coupler sécurité alimentaire avec un environnement sanitaire, des services de soins et de santé adéquats. À ce moment-là, ça devient de la sécurité nutritionnelle. Et c'est ici où nous devons profiter de dire, même si on a dit que c'est le ministère de l'Agriculture qui gère la sécurité alimentaire n'est pas isolée. C'est toujours sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et quand c'est sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé est déjà là-bas. C'est donc la notion de la multisectorialité. Et après, nous avons l'autre concept de sécurité sanitaire des aliments. Le directeur du Pronamic en a parlé. Quand on voit le volet hygiène et contrôle de la qualité des aliments, c'est ça qui devient sécurité sanitaire des aliments. Vous devez avoir vu sur vidéo, sur WhatsApp, des gens qui ramassaient le poisson qu'on a jeté. J'ai vu sur WhatsApp déjà en train de ramasser le poisson jeté par, je ne sais pas, peut-être une alimentation qu'on jette, et les mamans vont ramasser puisqu'ils n'ont pas de choix. Mais là, on pêche contre le volet de la sécurité sanitaire des aliments. On va manger des aliments qui sont impropres à la consommation. Et il y a la sécurité alimentaire et nutritionnelle, j'en ai déjà parlé, et donc il y a une sécurité quand on pêche contre l'accessibilité et tout ce qu'on va appeler piliers de la sécurité alimentaire. Malheureusement, nous n'avons pas défini dans notre loi le concept d'insécurité alimentaire. Ce concept n'est pas défini, on verra ce que c'est nécessaire ou pas de l'ajouter. Et après ça, il y a des obligations générales proposées dans cette loi. Après les dispositions générales, il y a des obligations générales. Dans ces obligations générales, nous avons des obligations de l'État avec toutes ces structures, provinces et TD, les structures et les autres services qui doivent garantir le droit à la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous. Mais comment alors? Premièrement, par la non-ingérence dans les efforts de la population à se nourrir. Deuxièmement, ne doivent pas empêcher le tiers, ça doit empêcher le tiers de nuire à une alimentation adéquate, saine. On doit créer un environnement propice qui doit faciliter l'acquisition des intrants, le transport, l'évacuation, la commercialisation. On doit avoir des cadres politiques institutionnels appropriés et faciliter la fourniture d'aliments aux vulnérables, puis des normes d'hygiène alimentaire. Ça que nous retrouvons dans les obligations de l'État. Et la loi, malheureusement, devrait aussi préciser clairement le devoir de la population. Quand je suis en train de relire la loi dans le détail, je trouve que nous avons plus parlé droit, non, devoir de l'État. Nous ne parlons pas de devoir de la population. Or, la population doit contribuer elle-même aussi à sa propre sécurité alimentaire. D'ailleurs, je l'ai dit là-bas que si certains de ces pays sont plus sécurisés sur le plan alimentaire que d'autres, c'est aussi la conception de croire que, compléter avec moi, de croire que... Voilà. Et la ville de Kinshasa est championne dans cette conception. Même balayer devant sa maison, c'est qui doit faire? C'est ici aussi que nous revenons aux archives
de l'acte 34.139 du programme du gouvernement 2021-2023, s'il pouvait être évalué ce programme-là, on devait dire que le gouvernement passé n'avait rien fait par rapport à cette dimension, puisque ce programme avait dit ceci: encourager les fonctionnaires et autorités publiques à acquérir des terres agricoles. Combien sont fonctionnaires de l'État ici? Vous voyez les fonctionnaires? Voilà. Très bien. Combien de champs? Voilà. C'est déjà bon. C'est fini. Pas de commentaires. Oui. Encourager les fonctionnaires et autorités publiques à acquérir les terres agricoles et à y exercer effectivement des activités agro-pastorales, moyennant bien sûr l'accompagnement de l'État. Et la politique qui était dans ce programme, c'était à chacun un toit et un champ dans complètement son village. Là encore, nous pouvons nous auto-évaluer. Il y en a qui ne savent même plus la route de leur village. Et avant de passer ici, dans la responsabilisation des ETD, c'est là qu'on doit corriger dans cette loi, comme nous disons, les ETD sont responsables. Le gouvernement central ne peut pas exécuter des projets d'agriculture. Ce sont les entités décentralisées. Et c'est ça qui fait qu'on avait péché. Si aujourd'hui on parle de phénomène de Bukandalonzo, c'est une réalité puisque le gouvernement central ne doit pas exécuter un programme agricole. Lui conçoit la politique et ce sont les entités décentralisées qui doivent mettre la main à la pâte. Le gouvernement central ne doit pas voyager à Zambie pour chercher du maïs. Non. Il y a famille dans une province, il y a carence de maïs dans une province et tout le gouvernement se mobilise pour aller chercher du maïs pour ça. Et quand il y aura alors carence de maïs dans toutes les provinces, donc la loi ici responsabilise les entités territoriales décentralisées qui doivent agir. Et là, nous avons l'éducation alimentaire et nutritionnelle, c'est le titre 4. Ici, ça veut dire deux choses. Éducation alimentaire, c'est éduquer le goût. On peut avoir des aliments qui sont riches sur le plan nutritionnel, mais qui n'intéressent pas la personne par rapport à son goût. Il faut éduquer la personne d'aimer pour qu'on arrive au principe d'aimer ce qu'on mange et non manger ce qu'on aime. J'ai mon ami ici qui, lui, c'est le foufou rien. Quand il y a du riz, pour lui, il n'y a pas de nourriture. Il préfère passer la journée sans manger, puisqu'il n'y a pas quoi. Vous voyez ça. Et l'éducation nutritionnelle va insister alors sur la valeur nutritionnelle. Le goût doit être éduqué, ce qui nous amène à consommer ce que nous allons produire et à produire ce que nous allons consommer. Quoi de plus? Donc là, nous avons présenté l'exposé des motifs, les dispositions, les obligations, et puis ce que la loi doit nous donner par rapport à insister sur l'éducation alimentaire et nutritionnelle. Et ici, l'État doit mettre des moyens dans l'éducation alimentaire et nutritionnelle. Cette première partie est finie. Je préfère directement joindre avec ce que notre ami de part devait présenter. Allez dans notre fichier. Allez dans notre fichier et vous allez défiler, chercher là où il y a les piliers de la sécurité alimentaire. Bon, si vous dites, bon, moi-même je peux défiler puisque je saurais me retrouver très vite. Je sais là où je vais trouver ça. Alors, cette sécurité alimentaire a des piliers. Et j'ai résumé ça. J'ai préféré toujours faire ça comme une maison. La sécurité alimentaire repose sur combien de piliers que nous voyons là-bas? 4. Premier pilier, disponibilité. Deuxième, troisième, quatrième. Oui, quand je parle avec mes étudiants par rapport à ça, je dis de prendre l'acronyme d'AOUS.
Et ça se retire directement, il ne peut plus échouer. Et quels sont les piliers de la sécurité alimentaire? C'est Daous. Et ça reste. Et vous voyez qu'avec ça, si un seul pilier s'écroule ici, n'est-ce pas que la maison tombe? Voilà. Donc les 4 doivent être réunis. Comme une disponibilité, donc il faut qu'il y ait de la nourriture à tout moment. Que ce soit ce qu'on a produit d'abord, avant de voir ce qu'on a importé. Mais Kinshasa, c'est la ville où nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur. Accessibilité, c'est la capacité maintenant de se procurer ce qui est disponible. Utilisation, il faut utiliser cela adéquatement. C'est pourquoi dans la loi, nous avons intégré la notion de pyramide alimentaire. Et enfin, il y a la stabilité. Et c'est comme ça que là, nous avons la pyramide. C'est qu'on doit consommer à grande quantité, et ça, on doit produire aussi à grande quantité, céréales, légumes, fruits. C'est qu'on doit consommer modérément, légumineuses, et ce qu'on doit consommer à petite quantité, voire même supprimer sucre, huile, viande. Mais vous allez voir que si aujourd'hui on nous offre un repas ça bien, on va dire non, hakuna chakula, ça c'est assoyé. Mais pourtant, ça c'est au sommet de la pyramide. Mais vous allez trouver que parmi ce que les gens laissent, ce qu'ils ne consomment pas, beaucoup même quand on va passer au buffet, ce sont les légumes. Là, on prend un peu. Mais le reste, c'est là pour vous. Si vous arrivez à retard, vous trouverez qu'il n'y a plus de viande. Ok, laisse-moi m'arrêter à ce niveau. Je vous remercie. L'agence, les structures, les pratiques de fonctionnement, mais ici, là, nous avons vraiment des gens, surtout les structures multisectorielles. Et là, j'encourage donc, vous également la caisse qui consiste à approcher le ministère de l'Agriculture. La proposition de loi, comme on vous disait ce matin, a commencé le ministère de la Santé. À l'époque, la sécurité alimentaire était dans les attributions du ministre en charge de la santé. Lorsque le nouveau gouvernement a été nommé, nous avons appelé, on a voulu dire, il faut passer par les propositions de loi, parce que ça ne devait plus être porté par le ministre de la Santé. On sait que l'attribution de la sécurité alimentaire devait être portée. Et pour ça, il faut absolument approcher le ministre de l'Agriculture pour travailler. Je vais poser la question ce matin, il dit les gens peuvent travailler. C'est la complètement toutes les autres parties prenantes, notamment le ministère de la Santé, parce que l'alimentation influe beaucoup sur la santé. Donc, il faut élargir ça. Et le courage d'avoir une agence. Ça serait pour moi une personne de moins certifiée, moi, une certifiée, parce qu'une personne qui est dotée d'une personnalité d'une autonomie de gestion, donc, risque de s'appeler à la politique, même si mon frère qui sourit là-bas n'est pas d'accord à ce que l'on passe par une agence, parce que le politique, on a la mise, à ce niveau, c'est la politique, on va dire. Les agences, les établissements, les services publics, c'est la politique. Ici, c'est le problème dans notre pays, c'est les personnes qui sont appelées à gérer ces structures qui en font des problèmes privés. Mais si c'est pas cette question des personnes, nous allons devoir avoir toutes les associations d'établissements politiques. Je suis parmi les intervenants. Un recommandé à ce qu'on ait avoir appris à l'agence, en force plutôt pour la lutte, ça va poser problème au regard du caractère multisectoriel de la matière, la sécurité alimentaire, parce que pour la lutte, c'est un programme, il est logé au ministère de la Santé, alors que présentement, ce n'est pas une mission évolue au ministère de la Santé, même si c'est déterminant. Et la santé, ça sera qu'il y a une distance du programme national de nutrition. Et donc, pour cela, il faut passer plutôt et aussi parce que le programme est voué à la disparition lorsqu'il y a un objectif de la sécurité alimentaire. Nous n'avons pas arrêté de manger.
parce que déjà, l'honorable Tadé, si puis le monde la réaction. Donc, c'est une partie qui va progresser, et ça soumet sa crédibilité. Donc, il faut avoir, au lieu d'avoir un programme qui va disparaître, il faut avoir un service pérenne. Donc, voilà, je dis la vitesse, voilà, c'est très important. Je vais je propose que la vitesse soit plutôt la primature. Pour des raisons. C'est des véhicules, pour des raisons. Mais quand on parle de c'est la question de la question de la primature. La primature, c'est aussi un ministère. Un ministère, ainsi que tous les autres ministères. Nous avons par exemple la direction plusieurs établissements sur la territoire de l'organisation du marché public qui est sujet du ministère de la primature. L'autorité des régulations de la couverture santé universelle et également même des assurances. Même des assurances, c'est placé sur la tête de la primature. Je pense également que ça fait être à ce niveau-là. Le guide a impliqué tous les ministères, entre autres les ministères de l'agriculture, le ministère de la santé, François Pascal, c'est un moment il faut évacuer tout ce qui est produit dans les fonds de mines et la qualité. Voilà. Vous allez voir les élections après, on définit également la provenance de l'humanité. Pour, par exemple, les considérations, je pense que nous devons réduire. Merci de vous faire. Je voudrais vous poser une question, conseiller. Avec votre délégation, à cause de l'aspect de la transformation que j'ai soulevé, il est beaucoup de que l'agence ne soit pas destinée à un objet X, mais que l'agence soit un outil de fusion de la transformation, parce que c'est pas ce que nous avons fait que vous avez dit. Vu l'aspect orienté vers l'exportation de notre pays, les méthodes que nous avons pour absorber les produits alimentaires de production, que ce soit l'agriculture, pêche et l'élevage, il faut qu'il y ait la transformation. Donc, l'agence ne doit pas être pour les choses. Il faut transformer le produit et le contexte, parce que c'est ça qui nous dit. Ça, je vais répondre des observations, sur l'observation je vais dire que lorsqu'on crée une structure, on prend une offre, l'objectif poursuivi, c'est satisfaire un besoin qui se pose à la communauté. Ici, nous avons le besoin de voir notre système de sécurité alimentaire. Et pour cela, ayons le droit d'avoir des études équilibrables entre les émissions, c'est ce que vous êtes attribué. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a un ajout? On parle de combien de la question se m'est posée concernant les exonérations, comment on peut se passer. L'autre question par rapport aux exonérations, puisque profiter plus au grand du marché, etc., par rapport aux petits producteurs, les exonérations, il y a des exonérations et des allégements nouveaux à l'application. Voilà les différentes questions par rapport à l'exonération. L'exonération concerne la vie de la pays spécifique à la matière qui concerne les exonérations. Ça signifie que toutes les informations de produits alimentaires ne sont pas exonérées. Non, sont exonérés les produits suivants. Les fortifiants, les véhicules alimentaires fortifiés, ainsi que les équipements de fortification destinés exclusivement à garantir la concrétisation du droit à une alimentation adéquate.
Voilà ceux qui sont exonérés. C'est pas que tout est exonéré. Par rapport à la crainte de dire la prolifération des produits extérieurs qui vont prendre de la place par rapport à la production locale, en fait, nous voudrions à l'occasion, on voulait laisser le ministre du commerce extérieur qui a pu prendre les maladies par rapport aux boissons gazeuses. C'est pour permettre, n'est-ce pas, de booster la production locale. Et c'est dans le cadre de la régulation du marché local. Dans le cadre de la régulation du marché, l'État a l'obligation de prendre des décisions qui vont favoriser, n'est-ce pas, sa population. Et donc, pour ça, on ne peut pas avoir des craintes. C'est à celui qui a dit qu'il y a beaucoup d'autres réglementations qui ne sont pas exécutées. En fait, nous ne pouvons pas manquer de légiférer parce qu'il y a des lois qui ne sont pas exécutées. Nous allons légiférer pour la matière qui nécessite de la législation pour que cette législation soit appliquée. La bonne application, c'est la mauvaise foi. Donc, la loi a l'obligation d'être exécutée. La congrès des moyens, je vais le dire, nous ne pouvons pas avoir après parce que notre État est par rapport à cela. Ok, merci beaucoup, honorable. Si vous faites les collègues de préoccupation, je vais juste simplement vous demander, suivez votre indulgence, adresser juste une seule question, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus le temps d'adresser juste une seule question. Comme ça, après, on est 5 personnes. Est-ce qu'il y a vraiment le seul qui pose des questions pour nous? C'est ça. Qui ont des questions ou des recommandations? C'est que des recommandations. Nous des recommandations. Nous aussi des recommandations. Donc, des questions, le cadre de recommandation, questions, recommandations. Ça fait 5 recommandations. Pourquoi on dit des questions de recommandation? Question 1. Ok. Donc, je prends les 2 questions. Les personnes posent des questions, ce n'est que 2 personnes. Et les 6 autres, ce sont des recommandations. D'accord? Oui. Je prends les questions et puis je prendrai des. Ceux qui ont des recommandations, si vous voulez, déjà des équipes, que ce soit eux aussi les conseillers, directement en fonction de recommandations. Je voudrais aussi nous informer qu'on a un collègue Jenny qui est de l'OMS. Depuis l'époque de la création. Donc c'est une matière qui va évoluer. Il faut assurer sa pérennité. Et donc il faut avoir, au lieu d'avoir un problème qui va disparaître, il faut avoir un service pérenne. Donc le service public. Voilà, je dis. La vitesse, voilà, c'est très important. Je vais proposer ça. S'agissant de la vitesse, je propose que la vitesse soit plutôt la plus mature. Pour des raisons. C'était écrit pour des raisons. Mais moi, je ne parle pas de l'agence. Ok. Que ce soit la plus mature. La plus mature, c'est aussi un ministère. Un méga ministère, en ce qui fédère tous les autres ministères. Nous avons par exemple la direction de plusieurs établissements sous la tutelle de l'autorité des régulations des marchés publics qui est sous tutelle du ministère de la primature. L'autorité des régulations de la couverture santé universelle et également même des assurances. Même des assurances, c'est placé sous la tutelle de la primature. Je pense également que ça devrait être à ce niveau-là. Mais quitte à impliquer tous les ministères phares, entre autres le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, même du transport, parce qu'à un certain moment, il faut évacuer tout ce qui est produit dans les fonds des mines et également des trucs. Voilà. Vous allez voir que la plupart des établissements publics, on définit également la provenance des alimentaires. Pour, par exemple, avec le conseil d'administration, il doit y avoir un représentant de tel ministère, tel ministère. Je pense que nous aurons résolu. Merci. Comment? Je voudrais vous poser une petite question, conseiller. À propos
avec votre autorisation, à cause de l'aspect de la transformation que j'ai soulevé. Il est beaucoup mieux que l'agence ne soit pas destinée à un objet X, mais que l'agence soit un outil de pulsion de la transformation. Parce que c'est là que nous voulons mettre le levier. Vu l'aspect orienté vers l'exportation de notre pays, les étapes que nous avons pour absorber les produits alimentaires de production, que ce soit agriculture, pêche ou élevage, il faut qu'il y ait la transformation. Donc l'agence ne doit pas être pour planter les choses. Il faut transformer le produit récolté, parce que c'est ça qui nous lie. Ok. Ça, je vais répondre des observations, c'est une observation que je prends. Mais je vais dire que lorsqu'on crée une structure ou on prend une offre, l'objectif poursuivi, c'est satisfaire un besoin qui se pose dans la communauté. Ici, nous avons le besoin de voir notre système de sécurité alimentaire. Et pour cela, ayons le courage d'avoir une structure et il y aura votre contribution, ce que vous êtes en train de dire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a un ajout? Je pense qu'on a répondu à l'idée. Vous voulez ajouter? Pas du tout, il y a des choses qui nous manquent. Combien de personnes ont encore de préoccupations? On va atterrir. Notamment, la question qui m'est posée concerne les exonérations. Comment vont-elles se passer? L'autre question par rapport aux exonérations, les exonérations risquent de profiter plus aux grands valeurs du marché, etc., mais pas aux petits producteurs. Les exonérations, il y a des exonérations et des allègements non mis en application. Voilà les différentes questions par rapport à l'exonération. L'exonération concerne notre article 41. L'article 41 est spécifique à la matière qui concerne les exonérations. Ça signifie que toutes les importations de produits alimentaires ne sont pas exonérées. Non. Sont exonérés les produits suivants. Les fortifiants, les véhicules alimentaires fortifiés, ainsi que les équipements de fortification destinés exclusivement à garantir la concrétisation du droit à une alimentation adéquate. Voilà ceux qui sont exonérés. Ce n'est pas que tout est exonéré. Par rapport à la crainte sur la prolifération des produits extérieurs qui vont prendre de la place par rapport à la production locale, en fait, nous voulions, à l'occasion, on voulait remercier le ministre du commerce extérieur qui a pu prendre les maladies par rapport aux boissons gazeuses. C'est pour permettre, n'est-ce pas, de booster la production locale. Et c'est dans le cadre de la régulation du marché local. Dans le cadre de la régulation du marché, l'État a l'obligation de prendre des décisions qui vont favoriser, n'est-ce pas, sa population. Et donc pour ça, on ne peut pas avoir des craintes. C'est à celui qui a dit qu'il y a beaucoup d'autres exonérations qui ne sont pas exécutées. En fait, nous ne pouvons pas manquer de légiférer parce qu'il y a des lois qui ne sont pas exécutées. Nous allons légiférer pour la matière qui nécessite de la législation pour que cette législation soit appliquée. La non-application, c'est les mauvaises voies. Donc, la loi a l'obligation d'être exécutée. La concurrence déloyale, je viens de le dire, nous ne pouvons pas avoir peur parce que notre État est regardant par rapport à cela. Ok, merci beaucoup, honorable. S'il vous plaît, les collègues de préoccupation, je vais juste vraiment vous demander, étudier votre indulgence, adresser juste une seule question, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus le temps. Vous adressez juste une seule question. Comme ça, après, c'est combien? 5 personnes? Donc, on va dire. Est-ce
est-ce qu'il y a vraiment de ceux-là qui ne posent pas des questions, ils vont mourir. Ils ne vont pas bien dormir aujourd'hui. C'est ça. Qui ont des questions ou bien des recommandations? C'est que des recommandations. Nous avons des recommandations. Nous aussi des recommandations. Ok, les questions, 4 recommandations. Questions, recommandations. Ça fait 5 recommandations. Donc, on dit des questions de recommandations. Question 1. Ok. Donc, je prends les 2 questions. Les personnes qui ont 2 questions, ce n'est que 2 personnes. Et les 6 autres, ce sont des recommandations. D'accord? Oui. Je prends les questions et puis je prendrai des. On prend d'abord les questions. Et ceux qui ont des recommandations, si vous voulez, je vous prie déjà de les écrire pour que ça soit bref. Et vous pouvez aussi les transmettre directement comme ce ne sont que de recommandations. Je voudrais aussi nous informer qu'on a un collègue Jenny qui est de l'OMS. Selon ce que vous avez pu entendre le commentaire de Papa Jacques, vous avez entendu que l'OMS est en train d'appuyer le programme de nutrition en ce qui concerne la taxation de boissons. Je voudrais aussi, partant de l'exercice MA, pour aider nos amis de Ranima de comprendre ce qui est fait dans d'autres cieux, qu'elles puissent nous partager l'expérience de d'autres pays. Comme ça, vous pouvez un peu concilier le sens de la démarche qui est entamée par les de suivi d'évaluation. C'est une loi qui sera exécutée, mais je pense qu'il sera important que cette loi soit suivie et puis évaluée. Parce que, comme a dit l'honorable, que la loi est promulguée pour résoudre un problème. Alors, il faut qu'après un certain moment, qu'on arrive quand même à évaluer cette loi-là par rapport aux problèmes pour lesquels la loi a été promulguée. Merci. Pour la présentation, j'ai une question concernant les changements climatiques. Je ne sais pas si dans la loi, nous avons pu mettre des éléments par rapport au changement climatique. Nous savons très bien que dans notre pays, nous sommes voués aux inondations, aux catastrophes naturelles. Alors, je ne sais pas si dans la loi qui sera promulguée et proposée à l'Assemblée, vous avez tenu compte des éléments sur les changements climatiques, entre autres le réchauffement. Merci. Merci. Et puis il y avait la dernière. La proposition de loi, comme ça on prend quand même connaissance de tout ce qui a été dit là-bas. Mais bon, comme l'honorable a dit que la loi est déjà faite, la proposition est déposée au niveau de l'Assemblée nationale, je voulais juste me rassurer que dans cette proposition, on a pris en compte l'accès aux intrants et aux services agricoles. Puisque nous savons que si nous voulons miser sur la production locale et que nous nous basons sur la production selon laquelle on cultive seulement pour manger, et donc on ne va pas résoudre les problèmes de la sécurité alimentaire. Deuxième préoccupation, c'est aussi de savoir si cette proposition de loi a pris en compte l'alimentation et la nutrition en milieu scolaire. Donc, est-ce que, parce que nous sommes en train de vouloir mettre en place aussi les cantines scolaires, est-ce que ça a été pris en compte? Merci. Merci. En fait, moi je voulais réagir à celui qui est dans l'état, mais je suis quand même le débat dans la salle. Je pense que au début, cette loi, c'était pour permettre à ce que nous puissions avoir, ça sera comme, je vais dire, oui, un cadre juridique. Je ne suis pas juriste, je suis médecin, mais si j'avais compris, c'est un cadre juridique qui pourra nous permettre d'avoir, comment dire, de produire tous les documents juridiques. Donc, ce sera comme un ancrage, en fait, un sous-bassement. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que la loi garde toujours, comment dire, son sens à ce que ça puisse être un cadre juridique où on aura d'autres documents juridiques comme des arrêtés, des décrets et autres, ou bien on va mettre toutes ces procurations au niveau de la loi. Parce que je pense que on a déjà, c'est déjà prévu
d'avoir, comment on appelle, comment dire, comment dire, les axes de sécurité alimentaire devaient être plus en compte. Alors, par exemple, sur l'agence, je n'ai pas déjà entendu tout à l'heure des discussions par rapport à l'agence. Je pense que l'agence voulait plus résoudre ces problèmes d'instabilité que nous avons, parce que le SAN a connu, comment dire, des changements de coordonnateurs à plusieurs reprises. La question c'était comment avoir une structure stable qui veut en fait porter en fait toutes ces interventions multisectorielles autour de la sécurité alimentaire. Donc je me dis, est-ce que la loi garde toujours son objectif ou bien voilà, l'objectif de résoudre la question en fait de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire fédérer toutes les interventions autour d'un objectif, c'est de résoudre le problème de sécurité alimentaire. C'est toujours ça ou bien il y a d'autres objectifs qui feront partie de. Merci. Si elle est suivie, on disait document légal. Si j'ai insisté, parce que j'ai trouvé que c'est un sujet très important. Je vous dirais que si tout marchait dans ce pays, on ne pouvait pas avoir cet atelier. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voulons dire ici, il y a un ministère spécifique pour ça. Si nous disons la production agricole, qui est un pilier de la sécurité alimentaire, qui est l'accessibilité, c'est qui? Le ministère de l'agriculture, le ministère des pêches et élevage, le ministère des développements est là. Quand il y a des produits là-bas qui périssent là-bas, parce qu'il n'y a pas de route de dessert agricole, si on donne l'argent, ces produits vont venir ici, vont quitter Goma pour arriver ici. Pour votre information, 1 kilo d'haricots, c'est 2000 francs à Boumia. Mais ici, c'est un gobelet qui est 0,5 kg, c'est 6000 francs. Regardez, parce qu'il n'y a pas de route pour arriver à Sagani. Alors, première recommandation, il faut intégrer tous les ministères qui font partie prenante de cette loi. Vous avez agriculture, pêche, élevage, développement rural. Vous avez même les finances, OCC. Il faut restructurer l'OCC. Le rôle de quelque chose, n'est pas bon. Il voit seulement ce qui entre de l'extérieur, mais il ne voit jamais ce qui est produit à l'intérieur. Il faut restituer l'OCC pour qu'il commence à analyser les aliments qui sont à l'intérieur, qui sont produits au niveau intérieur, tout comme ce qui entre. Il faut lui donner le pouvoir, on doit toucher là-bas. Vous parlez des mines, il y a des espaces. Il y a la loi qui dit, la loi, le code des miniers, qui demande 10% pour les autochtones, les paysans. L'argent arrive. Mais ce sont les principes que nous allons donner ici. Et je profite pour donner une recommandation que par rapport aux finances, on va recourir au budget qui existe. Il y a des lignes de production, il y a le ministère de l'Agriculture, il y a des lignes là-bas, il va donner quelque chose. Les miniers, il y a les frais, environnement, il y a les frais pour la protection des forêts là. Donc il y a de l'argent qui est dispersé, mais il faut chercher à canaliser ça. C'est ce qui fait que l'autre recommandation, je soutiens qu'on ait un service national. J'avais même appelé ça programme national de sécurité alimentaire. Qui est, parce que c'est transversal. Il faut une équipe aussi transversale. Donc dans la session de cette équipe-là, il faut que les gens viennent des différents ministères qui les représentent. Et ça sera le jeu au niveau de la primature. Parce que c'est la primature qui chapeaute tous les ministères. À ce moment, la primature a des pouvoirs d'injonction pour les autres. Si on met au niveau de la santé, il n'a pas le droit de donner injonction à l'autre. Alors il faut au niveau de la primature. Je soutiens ça, que ça soit à ce niveau-là. Merci. Et puis, l'intervention du prof, et puis vous allez revenir en Séraphine, c'est au nom du prof. C'était mon dans ces ateliers. Vraiment, ça m'honore. Merci d'abord aux honorables qui ont bien voulu porter ce message extrêmement stratégique pour le pays d'Afrique. Je viens d'abord à l'honorable Katembo pour l'historique de la sécurité alimentaire, qui est extrêmement intéressant, et dont l'insécurité alimentaire a amené notre père Adam de descendre du paradis. Et en fait, ça, c'est l'insécurité nutritionnelle. Il a le problème de sécurité alimentaire, mais il n'a pas le problème de sécurité nutritionnelle, c'est sorti du paradis. Vous savez, il y a une évolution au niveau international, c'est des concepts de sécurité alimentaire et de sécurité nutritionnelle.
Il y a un amalgame qui s'est positionné depuis la promulgation des OMD. Souvent, vous connaissez les OMD qui ont été interdits par le Conseil des Nations de New York. Et l'ONU de nous avait fait, c'était stratégique de lutter contre la faim, c'est avec là. D'ici 2015, les pays vont éliminer la faim. En 2015, personne n'a éliminé la faim. Non, pas seulement ça. Mais en 2005, il y a une famille au Niger où l'afflux de l'aide alimentaire a permis de régler le problème de sécurité alimentaire, les enfants et les étudiants humanitaires. Quelle est la leçon qu'on a fait de système international? C'est les personnes dans le ventre plein, on n'est pas mal. Donc il y a quelque chose qui s'appelle sécurité nutritionnelle qui n'est pas sécurité alimentaire. En 2011, entre 2005 et 2011, The Lancet et une équipe d'experts internationaux ont mené des études pour démontrer cette évidence de cette sécurité nutritionnelle. Ce qui a amené, c'est dans le cadre du Lancet, qui est une prestigieuse revue britannique, et aussi amené la création d'abord de REACH en 2008. On peut amener les pays à coordonner, les secteurs étatiques à coordonner ensemble, mais surtout la mise en place de SEN en 2011. Et de fait, les pays ont adhéré à SEN pour mieux revaloriser ces aspects d'approche de sécurité alimentaire et de sécurité chimique. Lors des ODD de 2015, il y a une étude d'évaluation qui a été faite à partir de 2013 par l'équipe de Copenhague, qui ont démontré que le meilleur des pays africains allait atteindre les ODM en 2035-2040. Donc, le système international a été obligé de rechanger sa veste et de créer un autre slogan qui est les ODD 2030. Et moi, je dis toujours que nos présidents africains sont très intelligents et très sages parce qu'ils ont mis l'objectif en 2063, comme ça ils seront tous morts, ils n'ont pas de compte à rendre. Donc, en 2015, il y a eu l'ODD 2. L'ODD 2 parle de la sécurité alimentaire, mais pour la première fois, on parle de nutrition. Mais on s'est rendu compte de la façon dont cette formulation de l'ODD 2 a été faite des avantages de la nutrition. Parce qu'on le laisse toujours en sous-bassement, soit de la santé ou de la sécurité alimentaire, ce qui n'est pas réalisé. Donc en 2016, il y a eu ce qu'on appelle la désignation de la nutrition 2016-2025, où on a donné beaucoup plus d'importance à la nutrition. Seulement à partir de 2021, le système international a rechangé la veste. D'abord à travers le sommet mondial sur le système alimentaire à New York en septembre 2021. Et le sommet mondial, c'est la nutrition for growth, la nutrition pour la croissance à Tokyo en décembre 2021. Et chaque pays était amené à présenter une feuille de route et des engagements, je pense que le Dr. Jacques en a déjà parlé, des engagements qui ont été renouvelés à Paris il y a un peu 2 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le concept de sécurité alimentaire est un concept fondamental. Mais ce n'est pas la sécurité nutritionnelle. La sécurité nutritionnelle, c'est autre chose. On a un continuum. Images et commentaires. La proposition de loi sur la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo figure déjà au calendrier de la session ordinaire de mars de l'Assemblée nationale. Les 2 députés nationaux, Alexandre Kambale Mouracha et Tade Katembo Kambere, auteurs de cette proposition de loi, ont présenté celle-ci au cours de l'atelier organisé par le Programme national de nutrition, Pronanut en sigle, représenté à ces travaux par Bruno Bidamba, le directeur de cette structure. Les malnutris en RDC sont vraiment nombreux et c'est vraiment un fléau dans notre pays. C'est une loi qui relève de la politique générale du pays par rapport aux engagements du président de la République. Ceci dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au niveau de notre pays. À l'ouverture de cet atelier, le conseiller principal du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être, Joël Mundadi, a présenté un tableau alarmant de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Près de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition globale et 11,2 millions souffrent de la malnutrition chronique.
L'objectif de cet atelier est de dévoiler le contenu de cette proposition de loi aux délégués des parties prenantes. Dans la province de Tchouéli, le gouvernement suivait le condensé avec l'atelier de plaidoyer et de sensibilisation de la proposition de loi sur la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo s'est clôturé ce vendredi après la présentation par les 2 députés nationaux auteurs de cette proposition de loi, Alexandre Kambale Mourassa et Tade Katembo Kambere, ainsi que la discussion qui s'en est suivie. La cérémonie de clôture a eu lieu dans la salle de banquet du Palais du Peuple sous la présidence de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo. Malheureusement, la situation alimentaire et nutritionnelle de notre pays n'est toujours pas rose. Selon le Programme alimentaire mondial, le PAM en sigle, au total 28 millions de personnes en République démocratique du Congo sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, un record jamais atteint pour le pays. Le directeur du Programme national de nutrition, Pronanut en sigle, Bruno Dindamba, a eu des mots justes pour déplorer la menace de la malnutrition sévère sur les enfants en République démocratique du Congo. Pour arriver à fléchir la courbe de la malnutrition, il y a lieu qu'il y ait conjonction d'efforts de tous les secteurs, non seulement les secteurs de la santé, mais tous les autres secteurs sensibles pour que nous puissions arriver à bout de la malnutrition. Mais dans ce travail de coordination avec tous les secteurs, il y a un élément essentiel qui nous manquait, une loi qui puisse élaborer les grands principes fondamentaux qui devraient guider la sécurité alimentaire et nutritionnelle.